La Lune est le voisin spatial le plus proche de la Terre et son seul satellite naturel. Elle s'est probablement formée alors qu'un énorme objet de la taille de Mars s'est écrasé sur notre planète il y a des milliards d'années. Cette catastrophe a transformé la Terre en une boule brûlante de roches en fusion. Elle a aussi propulsé des matériaux sur son orbite, créant ainsi la Lune. Aujourd'hui, cette sphère fortement cratérisée se déplace autour de notre planète. Cela provoque, entre autres, des marées autour du globe. Faisant un peu plus du quart de la taille de la Terre, c'est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire. La Lune a plusieurs phases, telles que nouvelle Lune, pleine Lune, premier et dernier quartier. Mais quel que soit son aspect, tu peux toujours la trouver dans le ciel nocturne et parfois même pendant la journée. Mais imagine que tu te réveilles la nuit et que tu remarques que la Lune a l'air un peu différente que d'habitude. Elle semble plus brillante et plus grosse. C'est à peine perceptible, surtout si tu es à moitié endormi. Tu retournes te coucher sans réaliser qu'au lieu de la Lune, c'est Mercure que tu viens de voir. De près, cette planète, la plus proche du Soleil, ressemble à notre satellite naturel. Sa surface est jonchée de cratères laissés par des roches spatiales. Mercure fait environ 2/5 de la taille de notre planète, mais elle est tout de même un peu plus grande que la Lune. C'est pourquoi la planète aurait une plus grande influence sur la Terre. Les nuits seraient plus lumineuses, les marées hautes seraient plus hautes et les marées basses seraient, tu l'as deviné, plus basses. Le cycle lunaire, c'est le temps dont a besoin la Lune, ou plutôt Mercure dans ce contexte, pour passer par toutes les phases, serait plus court de 14 heures. Mais dans l'ensemble, un tel remplacement n'aurait pas de conséquences drastiques pour notre planète. Alors, qu'en est-il de Vénus? Et si, au lieu de notre satellite familier, nous mettions l'objet naturel le plus lumineux après le Soleil et la Lune? On l'appelle souvent la planète sœur de la Terre, car leur masse et leur taille sont presque les mêmes. Vénus serait aussi grande dans notre ciel que la Terre est apparue aux astronautes d'Apollo lorsqu'ils l'ont regardée depuis la surface de la Lune. L'étoile du Berger serait beaucoup plus lumineuse que la Lune, car la planète réfléchit 6 fois plus de lumière solaire. De plus, elle occuperait une surface au moins 16 fois plus grande. C'est pourquoi les nuits sur Terre seraient aussi lumineuses que les premières lueurs de l'aube. Si tu regardais Vénus, tu verrais de vagues motifs tourbillonnants dans la couverture nuageuse blanc-jaunâtre de la planète. Vénus ne deviendrait pas le satellite de la Terre. Les deux planètes orbiteraient probablement autour de leur centre de masse commun et cette orbite serait assez excentrique. Mais si Vénus se déplaçait à la même vitesse que la Lune actuellement, les deux planètes s'écraseraient l'une contre l'autre dans un avenir proche. Bon, passons au candidat suivant. Si Mars était là-haut dans le ciel à la place de la Lune, tu la remarquerais sûrement. Même sans télescope, tu serais capable de t'émerveiller de sa couleur unique et des taches sombres sur sa surface. Et même si tu ne voyais pas la planète rouge, tu ressentirais quand même quelque chose d'inhabituel. Mars fait la moitié de la taille de la Terre, mais est plusieurs fois plus grande que la Lune. Remplacer un corps spatial plus petit par un corps beaucoup plus grand bouleverserait l'équilibre délicat de notre planète. Si tu avais la malchance d'être au bord de la mer lorsque Mars prendrait la place de la Lune, tu devrais partir au plus vite. Des vagues massives se soulèveraient dans les océans sous l'influence martienne. Elles s'écraseraient contre le littoral comme les plus grands tsunamis. Mars réfléchirait plus de lumière solaire que la Lune. Les nuits seraient plus claires, les paysages terrestres auraient une teinte rouge sinistre. Et tu pourrais admirer la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, à travers un télescope. Mars n'est pas assez grande pour changer radicalement l'orbite de la Terre. Mais avec le temps, les deux planètes commenceraient probablement à se mettre en orbite l'une autour de l'autre, créant ainsi un système de planètes binaires. Et comme Mars serait littéralement la porte à côté, les voyages vers cette planète deviendraient une réalité. Bon, maintenant, passons à une autre échelle. Si Jupiter remplaçait la Lune, la Terre en tant que planète indépendante n'existerait plus. Elle se transformerait instantanément en une autre lune de la plus grande planète du système solaire. Le seul point positif de cette transformation, les gens auraient une vue imprenable. Jupiter est des dizaines de fois plus grande que la Lune. Une sphère gigantesque, magnifiquement rayée, couvrirait presque tout l'horizon. Si tu avais le temps d'apprécier le spectacle, tu verrais des nuages jaunes, bruns, rouges et blancs flottant dans l'atmosphère de Jupiter. Malheureusement, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse provoquerait instantanément de graves tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Le manteau et la croûte de la Terre seraient attirés vers Jupiter, ce qui ferait éclater notre planète. Elle serait étirée et comprimée avec une telle force que sa surface serait bombée d'avant en arrière de plus de 100 mètres. Malheureusement, la vitesse de la Terre ne représente
représente que 10% de la vitesse nécessaire pour que nous restions dans l'orbite de Jupiter. C'est pourquoi notre planète trop lente s'écraserait sur la géante gazeuse en moins d'un jour. Bon, on abandonne cette option. Maintenant, si Saturne devait remplacer la Lune, ce serait un spectacle incroyable. La planète est plus de 35 fois plus grande que notre satellite. Cela signifie que le globe doré géant couvrirait 18 degrés du ciel. Et ses anneaux s'étendraient encore plus loin, d'un horizon à l'autre. La Terre serait un peu plus éloignée de la géante gazeuse que sa propre lune Dionée. Et comme Saturne est bien plus massive que notre planète, la Terre se transformerait en son satellite, et non l'inverse. Malheureusement, la vitesse de rotation de la Terre ne serait, encore une fois, pas suffisante pour suivre le rythme, et nous nous écraserions très probablement sur la planète en un jour ou deux. Mais avant de brûler dans l'atmosphère de Saturne, nous devrions traverser ces magnifiques anneaux. Ils sont constitués de morceaux de comètes, d'astéroïdes et de lunes brisées. Ce serait un exploit d'arriver à passer à travers ces débris spatiaux. De plus, notre planète devrait éviter les lunes de Saturne. Or, il n'y en a pas moins de 53. Mais que se passerait-il si la chute n'avait pas lieu et que la Terre se transformerait en la 54e lune de Saturne? Alors, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse entraînerait des déplacements tectoniques massifs sur tout le globe. Il déchirerait la croûte de la planète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok, ça ne va pas non plus. Uranus et Neptune sont toutes deux des géantes de glace. Ces planètes sont de la même taille, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Saturne et Jupiter. Elles ont toutes deux un intérieur glacé, une atmosphère profonde et une couleur similaire. Un très beau bleu-vert. Si l'une de ces planètes remplaçait la Lune, les conséquences seraient les mêmes. Alors, jouons à pile ou face. Ok, ce serait Neptune que tu verrais un jour dans le ciel. Neptune est 14 fois plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à une montgolfière bleu vif dans le ciel, non seulement la nuit, mais aussi le jour. Elle semblerait être 15 fois plus grande que le Soleil. Si tout le reste restait identique, une éclipse solaire semblerait se poursuivre pendant des siècles. Une fois que le Soleil aurait disparu derrière le bord de Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'une heure et demie. Neptune a une masse 17 fois supérieure à celle de la Terre, et sa force gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi notre planète se retrouverait à jouer le rôle du satellite encore une fois. Elle orbiterait autour de Neptune un peu plus loin que sa propre plus grande lune, Triton. Au fait, il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne pas croiser les satellites de Neptune. Même ainsi, nous aurions plus qu'assez de problèmes à gérer. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. L'activité sismique augmenterait, déclenchant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Et probablement aussi la fin d'Internet. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu en veux une preuve? Eh bien, 99,86% de toute la masse du système solaire correspond à la masse du Soleil. En particulier, l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est peut-être pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré des reliefs ressemblant à des falaises sur Mercure. Si c'est le cas, l'activité tectonique pourrait expliquer le rétrécissement rapide de la planète rouge. Dans la plupart des films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal se retrouve dans une ceinture d'astéroïdes et doit s'efforcer d'éviter les innombrables rochers qui menacent d'endommager son vaisseau spatial. Désolé de te décevoir, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, mais ils sont tellement espacés que les chances de collision sont quasi nulles. La vallée connue sous le nom de Valles Marineris sur Mars est plus de 10 fois plus grande que le Grand Canyon. Et c'est un énième sujet qui intrigue les astronomes, car après tout, Mars n'est pas une planète avec une tectonique des plaques actives. À la surface de Jupiter se trouve une région bizarre qu'on appelle la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont conclu que cette tache est en fait une tempête qui fait rage sur la planète depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, les scientifiques ont remarqué que cette zone rouge avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle ne fait plus que la moitié de sa taille d'antan. Et pourtant, la tache est toujours 1,5 fois plus grande que la Terre. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes: pourrais-tu envoyer une pizza dans l'espace? Et plus important encore,
Pourrais-tu encore la manger si elle revenait? Ce sont des questions très importantes. Ok, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer cette pizza dans l'espace? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter une fusée pour la journée, car ils ont peut-être des choses plus importantes à faire. Sans notre fusée, nous ne pourrons pas faire monter la pizza aussi haut ni voyager à une si grande vitesse. Ok, ils peuvent garder leur fusée. Nous avons à notre disposition un ballon météo qui nous permettra quand même de faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de limite de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est très fine, environ 1% de la pression au niveau du sol, ce n'est clairement pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Pour être sûr de pouvoir retrouver la pizza une fois qu'elle aura atterri, nous lui avons attaché des émetteurs radio avant le lancement. Ceux-ci enverront un signal avec une position GPS au sol qui sera ensuite placée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donnera une bonne idée de l'endroit où la pizza se trouvera. Vive la technologie! Et juste comme ça, le moment est arrivé. Nous avons trouvé notre pizza intacte et après quelques moments de câlins passionnés et de caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors l'attente en valait-elle la peine? Quel est le goût de la pizza? Et peux-tu la manger? Oui, tu peux, mais le goût? Pas très bon en fait. Et nous avons oublié d'apporter notre micro-ondes. La croûte a été gelée à cause des températures extrêmement froides qu'elle a connues pendant son voyage. Et quand on dit gelé, même le centre de la pâte est glacé. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons arracher un morceau de la pizza, il ne se déchire pas comme d'habitude. Au contraire, il se détache comme si on venait de casser un morceau de brindille. On peut même entendre un craquement. Adieu pâte chaude et moelleuse. Il vaudrait mieux garder ça pour le dessert au cas où tu manquerais de glace. À bien y réfléchir, jetons-la tout simplement à la poubelle. Malgré tout, c'est plutôt incroyable que nous ayons pu envoyer cette pizza au bord de l'espace et que nous ayons quand même fini par la manger, non? Nous savons tous que la Terre a une lune, mais il y a deux autres astéroïdes, 3753 Chryotney et 2002 AA29, qui sont en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais suit une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. Pourquoi l'atmosphère de notre planète ne s'évapore-t-elle pas dans le vide de l'espace? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont se compose notre atmosphère ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules ressentent l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ces molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste en place. Une étude récente affirme que la Lune a une queue. Et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine, composée de millions d'atomes de sodium, suit le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement de part en part. Les collisions avec les météorites arrachent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient plus loin dans l'espace. Pendant plusieurs jours, chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, moins 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Mais pendant ces rares journées, les télescopes puissants peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Tu ne vas pas le croire, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Notre satellite naturel est aujourd'hui 35 mètres moins large qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les séismes qui secouent sa surface. Il s'avère que beaucoup de planètes dans l'univers, et même dans la Voie lactée, ont de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se trouve dans notre système solaire. Il s'agit d'Europe.
l'une des lunes de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée, il y a un véritable océan d'eau. Mais il est trop tôt pour s'emballer au sujet d'une éventuelle vie sur de tels mondes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments qui doivent être réunis pour que la vie apparaisse sur une planète. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes arrivaient rapidement, environ 2 fois par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 tremblements de Mars ont été détectés. Ce sont les premiers séismes sur un corps spatial autre que la Terre et la Lune. Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission étaient des impulsions magnétiques bizarres. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce que sont ces impulsions. Notre Lune pourrait receler beaucoup plus de poches d'eau que ce que les scientifiques pensaient. Sa surface présente ce qu'on appelle des pièges à froid. Ce sont des zones qui sont dans l'ombre en permanence. Si tu te tenais près de l'un des pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, tu verrais de telles ombres partout. Il y a de minuscules pièges à froid, et il y en a des centaines beaucoup plus grands. Ces régions se trouvent dans une obscurité éternelle et pourraient même être restées sans le moindre rayon de soleil pendant des milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'elles cachent bien plus de choses que ce que nous pensions, y compris de petites plaques de glace, pas plus grandes que des pièces d'1 centime, mais tout de même assez pour que les astronautes puissent abreuver ou l'utiliser pour le carburant de leur fusée. La majorité de l'eau pourrait être stockée dans du verre ou quelque part entre des grains de la surface lunaire. Selon une théorie, une énorme partie de la surface de la Lune pourrait être en mesure de stocker de l'eau. Mais il semble impossible de le prouver tant que personne ne s'y rend physiquement ou tant que l'on n'envoie pas de rover qui creuserait sous la surface. La Lune n'est pas entièrement blanche, ni dépourvue de couleurs. Les astronautes d'Apollo qui ont atterri en 1969 ont dit que la Lune était un peu brunâtre. Des études ultérieures ont montré que certaines zones lunaires sombres présentaient des nuances de brun et de bleu. La Lune, un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète. Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre. Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre. Et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés. Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité. La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roche chaude restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roche fondue a fusionné.
Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe. C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant. Il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune. De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence. Tu vois cette tache sombre là sur la face cachée de la Lune ? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km. Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années, la Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites. L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter. Mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau.
Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune.